Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Time for Human. Je suis Cyril Assolder et c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Francky chez moi. Bonjour à toi. Comment ça va? Salut Cyril, ravi également de participer à ton beau podcast. Eh bien écoute, c'est vraiment un plaisir avec toutes les valeurs que tu portes, avec la belle personnalité que tu as, de t'avoir ce matin chez moi. Donc je vais déjà te laisser te présenter aux auditeurs et après on Yes, continuera un petit peu. alors moi c'est Francky, j'ai 44 ans, je suis marié, je suis le papa de 4 filles et je suis ce qu'on appelle un slasher. C'est-à-dire que j'ai une double activité, je suis salarié dans une entreprise depuis 13 ans dans le marketing digital, donc c'est un job full-time. Et à côté de ça, je suis un passionné de méditation depuis 15 ans. Donc la méditation fait partie de mon quotidien. Ça a été une très belle découverte pour moi et puis petit à petit, en partageant autour de moi, je me suis rendu compte que je pouvais aider beaucoup de monde au travers de plein de choses. Donc j'ai écrit des e-books, j'interviens dans les entreprises, là je suis en train de lancer mon propre podcast. J'adore partager, j'adore transmettre, surtout quand c'est transmettre du bien-être. Et donc du coup, à mes heures perdues, tôt le matin, tard le soir, le week-end, où je pose des jours de congé, et puis j'aide les collaborateurs à intégrer la méditation dans leur quotidien. Ok, c'est ton leitmotiv. De ouf. Super intéressant. Et comment, j'ai envie de te poser la question de base, mais comment tu t'es intéressé en premier lieu à la méditation, tout simplement parce qu'en Occident et en France, j'imagine que t'es né et peut-être t'as grandi en France. C'est pas quelque Complètement, chose qu'on pratique ouais. globalement comme ça, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Ah ouais. Ça a été quoi ta porte d'entrée et ton envie d'approfondir cette pratique? Alors effectivement, je te confirme, c'est clairement pas dans l'éducation ou autre. Moi, ça fait 44 ans que je vis en région parisienne. J'ai un papa prof de maths, donc très cartésien. Ok, Euh, et en fait, je suis vraiment tombé là-dedans par le plus grand des hasards. Il y a 15 ans, j'ai un mentor qui est basé aux US, qui est très orienté développement personnel, productivité, bien-être et autres, qui un jour me parlait de méditation, donc ça remonte à 2008. d'accord. Et comme il commençait à me connaître, parce que je participais souvent à des events online ou des choses comme ça, il s'est rendu compte à quel point j'étais un mec ultra speed. Et un jour, il me dit, Francky, écoute, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle la mindfulness. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, je n'en avais pas entendu parler. Mhm. Et il me dit, je pense que c'est quelque chose qui te ferait du bien. J'ai dit un coup d'œil. Et donc, j'ai jeté un coup d'œil de mon côté, parce qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas toutes les applications qu'il peut y avoir actuellement. Il y avait quasiment rien. Donc, de mon côté, j'ai commencé à lire des études, aller à des events, télécharger des sons un peu chelous, genre le bruit des criquets, des grenouilles, de l'eau sur le toit, des choses comme ça. Et à essayer tout simplement de me poser et d'écouter, de me focuser sur ces sons pour voir ce que ça me faisait. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite fait beaucoup de bien. Alors je méditais de temps à autre, quand j'en ressentais le besoin, quand j'avais un pic de stress, une contrariété, que ce soit pro, perso, peu importe. Et comme j'ai pour habitude d'essayer de me faire du bien au maximum, je me suis dit ça me fait du bien, je vais essayer d'intégrer ça dans mon quotidien. Et c'est là que je me suis pris une claque, parce qu'en fait en regardant et en étudiant la plupart des courants de méditation, donc il en existe beaucoup, que ce soit Vipassana, Transcendantal, Zen, bouddhiste, MBSR et autres, et bien je me suis rendu compte que tous ces courants de méditation là avaient plusieurs points communs. Et le premier des points communs, c'était en gros, on te recommande de méditer tous les jours, à la même heure, au même endroit de préférence, en utilisant la même technique pendant 20-40 minutes. Et lorsque j'ai commencé à essayer d'appliquer ça, j'y suis pas arrivé quoi. Ça a été un gros fail. Donc du coup j'ai abandonné la méditation parce que je voyais plus le côté obligation et contrainte que les bienfaits que j'en récoltais. Et puis j'ai complètement abandonné. Et puis 2 ans plus tard, je décide de faire un changement dans ma vie pro. Je bascule du monde de l'IT au monde du marketing digital. Et donc je rejoins en 2010 Weborama, qui est la boîte qui m'embauche actuellement depuis 13 ans. D'accord. Et j'arrive dans un milieu où je connais rien, personne. Quand on me parle, c'est du mandarin, parce que je connaissais pas le milieu. Et je me suis vite rendu compte que pour compenser le fait que je ne connaisse personne dans le milieu, que je connaisse rien au business, la seule solution c'était de bosser plus.
Donc je faisais des 12, 14, 16 heures par jour, et puis au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que le rythme était juste dingue, et que j'allais pas réussir à tenir dans la durée. Et t'étais toujours à ce moment-là dans la découverte de la méditation? Dans ces 12 J'avais laissé tomber la méditation. Ah, t'avais laissé tomber Je l'ai découvert, j'ai découvert en 2008. J'ai essayé de l'intégrer dans mon quotidien, j'y suis pas arrivé, donc je méditais plus. Ouais. Et en 2010, j'arrive dans une boîte, dans un milieu où je connais rien ni personne, donc je ne médite plus. Et là, je me dis, Francky, il va falloir que tu trouves une solution pour réussir à tenir dans la durée. Et je me suis rappelé que j'avais découvert la méditation, que ça m'avait fait beaucoup de bien. Et donc à partir de là, j'ai pris un engagement avec moi-même. Je me suis dit, Francky, tu dois méditer tous les jours, mais à ta façon. Ça reste un plaisir. Et c'est devenu de nouveau un plaisir parce qu'il y avait aucune contrainte. La seule contrainte que j'avais, c'était de méditer tous les jours. Mais peu importe quand, où, comment, la durée, la posture, 2 minutes, 5 minutes, dans mon canapé, allongé dans mon lit, peu importe. Et donc c'est comme ça que je me suis remis à la méditation. J'ai très vite ressenti des bienfaits au bout de quelques jours. Puis ensuite, comme j'ai vu que c'était facile, j'ai décidé de rallonger la durée progressivement et de multiplier la fréquence de mes sessions de méditation. Ouais. Donc je suis passé d'une session de 2 minutes à une session de 5-7 minutes et de 2 sessions de 4 minutes. Et puis me voilà quelques années plus tard à méditer 3 fois par jour pour mon propre bien-être et à enseigner la méditation dans les entreprises. Ah, c'est beau. Je pense que là, de tout ce que déjà tu as dit, pour des personnes qui n'auraient jamais médité ou qui ne seraient pas trop intéressées au sujet ou qui auraient des a priori, moi je l'ai déjà vu à des events. Francky, on se connaît depuis maintenant quasiment un an. Ouais, ça va faire une bonne année. Ouais. À la rentrée l'année dernière. Je l'ai rencontré à plusieurs events où il a donné des petites sessions de méditation pour des gens qui sont débutants ou autres. Et c'est vraiment un plaisir parce qu'il n'y a pas de règle. C'est juste, on ferme les yeux, ça dure 2 minutes, on se pose et c'est juste un moment de plaisir. C'est tout, de repos et de plaisir. Et effectivement, dans ce que tu as dit, on peut croire que c'est très dogmatique, etc., qu'il y a des règles. En fait, méditer, c'est juste s'asseoir, se poser, fermer les yeux, réguler un peu son flot de pensée. Et voilà quoi. Et tu as déjà commencé à méditer. C'est exactement ça. Il y a même des personnes qui méditent sans même le savoir. Ouais. Notamment quand on parle de mindfulness, de pleine conscience. Et quand on est pleinement présent, quand on fait quelque chose, ça peut être en marchant, en faisant du vélo, dans les transports, en lisant un livre ou autre. En fait, le fait d'être monotask et de ne faire qu'une seule chose à la fois et être pleinement dans ce qu'on est en train de faire, en fait, on est déjà en train de méditer sans le savoir. T'arrêtes pas de répéter mindfulness, mais c'est un terme anglais, faut qu'on le dise en français pour ceux qui Tout à fait. C'est de la pleine conscience en fait. C'est ça. Mindfulness a été traduit de façon un peu maladroite par pleine conscience. Ouais. Parce que pour moi, la meilleure traduction serait pleine présence ou pleine attention. Être pleinement présent quand on fait quelque chose. Et pour faire une petite parenthèse, en méditation zen, il y a un concept qui s'appelle le concept du rien que. En gros, le rien que, c'est je ne fais rien que ce que je suis en train de faire. Et donc là, je ne fais rien que te regarder et partager autour de la méditation avec toi. Je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait ce matin, à ce que je dois faire cet après-midi, à ce que je dois faire dans une semaine, dans 6 mois ou autre. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est à la fois hyper compliqué et hyper simple, ce qui s'appelle vivre le moment présent. Et en fait, c'est quelque chose qui peut paraître un peu bullshit, mais le fait de vivre le moment présent, ça a quand même des bienfaits qui sont juste dingues. Déjà, ça permet de vivre pleinement sa vie et de ne pas passer à côté, parce qu'il y a des gens qui passent à côté de leur life. T'as des gens qui rentrent juste après leurs études ou qui rentrent dans un job et qui ressortent 30 années plus tard, ils sont encore dans le même job et ils se sont fait chier toute leur vie. Et en fait, ça permet aussi de réguler, tu parlais notamment réguler le flot des pensées. Donc ça permet de réguler le flot des pensées, ça permet aussi de réguler souvent le stress et l'anxiété. Parce que très souvent, quand on est stressé, anxieux, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent. On est soit en train de ressasser des choses du passé, soit on est en train de se projeter dans le futur. Quelle que soit la durée, que ce soit quelque chose qui soit arrivé la veille ou il y a 10 ans, si là, alors qu'on est ensemble, on est en train de partager un beau podcast autour du bien-être, de la méditation, je suis en train de penser à ce qui s'est passé il y a 10 ans, je suis pas avec toi, et je suis pas en train de vivre le moment présent. Et si de la même façon, je suis en train de me projeter avec tout ce que je dois faire dans la journée ou ce que je dois faire dans 6 mois, mes objectifs ou autres, pareil, je vis pas le moment présent. Et donc l'idée, c'est justement de se servir de cet outil qu'est la méditation, qui peut effectivement être dogmatique, spirituel, religieux, tout ce qu'on veut, mais ça peut être quelque chose, ou pas, mais ça peut être quelque chose, moi je le perçois comme un outil, en fait. C'est un outil qui m'aide au quotidien à mieux profiter de la vie, à être moins stressé, à moins être embarqué ou
partir à 3000 à l'heure sur un sujet. Voilà, donc il y a plein de bienfaits. Ouais, Et voilà. carrément. Mais je pense qu'encore plus à l'heure des réseaux sociaux où tout va vite, tout s'accélère, on en parlait en off là juste avant, où ça nous grignote un petit peu notre temps de cerveau et d'attention disponible au quotidien parce qu'on a toujours des notifications, machin. Et en fait, c'est là que le vrai bienfait il est, c'est que ça nous remet dans l'instant présent sans aller loin dans le côté être à fond dans ce que tu veux, mais juste ça te remet dans le moment présent et tu peux faire un petit break, une petite pause avant de repartir dans les sollicitations multiples de cette vie effrénée qu'on a tous, plus ou moins, tu vois, en fonction de nos rythmes de vie. Ouais, et c'est vrai que ça nous met bien, quoi. Ah ouais, je te confirme, c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait juste avant le podcast. Les réseaux sociaux, c'est génial, hein, parce que c'est justement grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est rencontrés. Ouais, à fond. Donc on va pas cracher dessus. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut grignoter de l'énergie, générer du stress, qu'on soit créateur de contenu ou qu'on soit juste là à scroller. En fait, ça nous bouffe de l'énergie, ça nous bouffe du temps et on n'est pas dans le moment présent très souvent. Ouais. Non, mais c'est bien en tout cas. Moi, je trouve ça vachement beau que t'es avec ta personnalité, ton côté pédagogue, que tu prennes le temps. Et je trouve que l'énergie que tu dégages, elle est belle, ça te donne envie en fait quand on t'écoute. Même moi, là, tu vois, qui pratique la méditation depuis plusieurs années, ça me donne envie encore plus juste de méditer, de prendre le temps et d'être bien, quoi, en fait. Parce ça fait trop plaisir. Sans avoir trop par ça dans les bénéfices tertiaires, etc., se dire, tu prends le temps et voilà. Et c'est peut-être ça aussi le plus dur, c'est de juste prendre le temps de le faire. Comme n'importe quelle activité, comme ce serait du sport ou de la cuisine ou autre. Ouais. C'est de l'intégrer peut-être à son quotidien aussi et d'arriver à vivre un peu en conscience, quoi, aussi. Vrai sujet de prendre le temps, effectivement, parce que on a de plus en plus des journées assez remplies, hein. Après tout dépend bien entendu de nos jobs. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai pas le temps, ce qui n'est pas pareil je n'arrive pas à prendre le temps. C'est sûr. Parce que sur une journée de 24 heures, prendre 2, 3, 4, 5 minutes pour se boire un café en pleine conscience ou pour marcher de chez soi à l'arrêt de bus ou l'arrêt de métro ou autre. Donc je pense qu'il y a déjà un énorme travail sur le fait de montrer que on peut effectivement méditer comme on l'a évoqué ensemble, où on se pose, on prend quelques minutes pour réguler notre flot de pensée, on se concentre sur une musique, un son ou quelque chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aussi oublier le côté pleine conscience qui donne moins le sentiment d'avoir besoin de temps pour le faire. Ouais. Tu vois, quand on est... donc, il y a, en gros, pour les auditeurs, il y a 2 grandes familles de méditation, des techniques. Il y en a je ne sais pas combien. Moi, j'ai suivi 8 certifications. J'ai été formé à plus de 200 techniques de méditation. Je ne saurais pas dire combien il en existe exactement. C'est énorme. Mais en gros, il y a 2 grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la méditation formelle et la méditation informelle. La méditation formelle, c'est ce que la plupart des gens font, et c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. On s'installe quelque part, pendant quelques minutes, on ferme les yeux, on se concentre sur la respiration ou autre, on essaie de réguler notre flot de pensée. Et il y a ce qu'on appelle donc la méditation informelle, mindfulness, pleine conscience, pleine présence, pleine attention, qui consiste à être pleinement attentif alors qu'on fait quelque chose. Et c'est vrai que dès qu'on parle de méditation, les gens voient tout de suite la méditation formelle, se poser en fleur de lotus. Je pense à un moine bouddhiste, quoi. Voilà, c'est ça. On voit tout de suite avec tous les clichés où on se dit voilà, moi je suis pas une nana végane, je suis pas quelqu'un de zen, je vais jamais y arriver, ça va pas marcher. Alors effectivement, ça demande, on dit pratiquer la méditation, donc ça demande une pratique. C'est comme si demain je te demandais de faire le marathon de Paris ou le marathon de New York. Bon, c'est certain que si t'as jamais pratiqué avant, c'est impossible, donc il va falloir y aller progressivement. La méditation, c'est pareil. Et puis, ce qui est cool, c'est que ça a été prouvé scientifiquement. Il y a eu 4800 études cliniques scientifiques qui ont été réalisées sur les bienfaits de la méditation. Donc, c'est pas bullshit, c'est pas juste quelque chose qui vient d'arriver. Ça existe depuis des millénaires dans certaines traditions. Ça existe aux États-Unis depuis les années 79, notamment avec le professeur Jon Kabat-Zinn, qui est quelqu'un qui a importé la méditation dans le milieu médical. Donc ça a été une vraie révolution. Et en fait, on a tout de suite le sentiment que on va pas avoir le temps, on va pas être capable, qu'il faut forcément 10 ou 20 minutes, qu'on va pas y arriver, que voilà. Et donc, je pense qu'il y a déjà un énorme travail à faire sur le fait de montrer que c'est quelque chose accessible à toutes et à tous. Ouais, déjà, première étape. Première étape, pas besoin d'avoir de super pouvoirs, pas besoin d'y accorder 10, 20, 40 minutes. On commence petit, moi j'aime bien le baby steps.
Et puis si on se rend compte qu'on y arrive et que ça fait du bien, on continue. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi un peu à hacker la méditation en 2010 parce que je l'ai fait à ma façon. Et ça c'est vraiment mon état d'esprit dans ce que je transmets. C'est vraiment de dire ok, c'est pas toi qui dois t'adapter à la méditation, c'est la méditation qui va s'adapter à toi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a 7,8 milliards, ou je sais pas combien de milliards de manières, autant d'individus que de manières d'être, de méditer, Quasiment, de vivre, etc. Quasiment. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, c'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien. Cyril y médite, Francky y médite, apparemment ça a l'air cool. Je vais essayer. Il faut tester, quoi. Voilà, il faut tester. Donc moi, mon rôle, c'est de montrer que tout le monde peut le faire. Et j'ai fait effectivement un focus plutôt sur l'entreprise. Parce que ça me permettait d'avoir un impact plus fort avec des plus grands groupes et de pouvoir accompagner au travers de sessions, de modules en ligne, parce que ça fait 8 ans que je crée du contenu, donc j'ai créé un e-book qui a été Amazon Bestseller, j'ai créé des formations en vidéo, parce que je me suis dit que la vidéo c'était un super moyen de transmettre. Et puis petit à petit je me rends compte qu'il y a toujours des nouveaux moyens, des nouveaux médias pour transmettre. Effectivement tous les réseaux, donc que ce soit LinkedIn, Insta, TikTok, et donc l'idée c'est de pouvoir justement montrer que c'est simple et que l'idée c'est de se l'approprier et que en fait il faut juste se lancer quoi, ça va pas marcher du jour au lendemain. C'est béné, dans tous les cas c'est béné. Voilà. Faut y aller, faut tester. On risque pas grand chose, mis à part ça, c'est sûr. quelques minutes. minutes. Pas de te fouler une cheville ou... Non, c'est sûr. Voilà. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour sur la méditation. On a compris que tu étais the king de la méditation, que c'était une grosse expertise chez toi, que tu pouvais la transmettre, que tu arrivais à la vivre, etc. C'est cool. Je vous laisserai, pour ceux qui sont intéressés par les tips de Francky, aller voir ce qu'il fait parce que vraiment, Puis il dégage une énergie. On sent que ça marche sur la méditation. Pour moi, tu sais, c'est le truc infaillible, c'est quand tu vois quelqu'un qui est censé enseigner quelque chose et que ça marche sur lui, c'est qu'il est bon. C'est ça. Tous les cas. Quel que soit le domaine, c'est qu'il est bon. Moi, je te valide d'ici. Je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve que le fait de l'avoir découvert pour soi avant de le transmettre, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, je me rends compte, pour te faire juste une petite anecdote, il y a 7-8 ans, j'ai testé 150 applications de méditation. Non. Je suppose que la plupart des gens s'imaginaient même pas qu'il y en avait 150. Voilà, tout le monde connaît probablement Petit Bambou, Headspace, Calm, et j'en passe. Et en fait, j'ai eu un échange avec un collègue chez Weborama qui me disait moi, il y a une application que je veux que tu testes, qui est vraiment trop géniale. Je ne donnerai pas le nom, parce que je n'ai pas du tout aimé cette application. Je veux pas faire de mauvaise pub. Et je dis, écoute, c'est marrant parce qu'elle fait partie du slot des prochaines applications que je vais tester. Je vais en tester 3-4 par semaine. Et donc, je lance l'application. Et j'entends donc un mec qui parle, qui explique un petit peu le concept. Je le laisse même pas terminer 3 phrases. Je ferme l'application, je la supprime, et j'appelle mon pote. Je fais, écoute, je viens de tester telle application. Il me dit, alors, elle est géniale et tout. Je fais, écoute, je suis désolé, je vais pas foutre la merde, mais j'ai trouvé ça insupportable. Parce que tu sentais que le mec, il en a rien à foutre de la méditation. C'est juste qu'il s'est dit, waouh, je pense qu'il y a un business autour des apps de méditation. Je vais lancer une app de méditation. Et ça, quand t'es un fan et que t'es un passionné comme toi ou comme moi, tu t'en rends compte tout de suite. Et en fait, je m'en suis rendu compte au travers du ton de la voix, l'énergie qui dégage, les mots qu'il utilisait, tu sentais que c'était bullshit. Et donc du coup, mon pote, il a réécouté, il m'a fait putain, tu fais chier, t'as raison, c'est une horreur, il a arrêté d'utiliser cette application. Donc voilà, donc c'est vrai que le fait de l'avoir vécu d'abord pour soi et de se rendre compte que ça fait du bien et après le transmettre, c'est complètement différent. J'ai pas en 2015, quand je m'y suis même remis en 2010, à aucun moment j'ai fait ça dans une logique de business. C'était d'abord une découverte, parce que mon mentor m'en a parlé. Ensuite, ça me faisait du bien, donc je le faisais. Ensuite, je me suis dit, ok, je vais en faire plus. Là, ça m'a un peu dégoûté. Et puis ensuite, c'est la vie, le job qui a fait que je me suis dit qu'il fallait que je réintègre ça dans ma vie. Et en fait, il m'a fallu très, 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 très longtemps. Il m'a fallu, 8 ou 9 années de pratique avant de réaliser que ça pouvait en devenir un business.
C'est fou, ouais. Ouais, donc ça a vraiment, en quelque sorte, un peu changé ta vie, un peu réorienté ta vie Ah, complètement. d'avoir cette pratique-là dans ta vie. Complètement. Mais j'ai gardé une vie Ouais, normal. totalement normale. Voilà, je bosse, j'ai 4 filles, je suis marié, Bien sûr. j'ai une voiture, je me déplace. C'est une Voilà, belle je suis famille en pas. plus. Ça me fait une belle transition, ça, tiens. Tu sais qu'on est sur un podcast de Time for Human et Time je for pose Human. souvent la question aux gens, qui est une question assez profonde et assez particulière, mais si t'es amené à partir demain, qu'est-ce que t'aurais aimé réaliser dans cette vie? Qu'est-ce que t'es content d'avoir fait? Est-ce que t'as des regrets, des remords? Non, franchement, là-dessus, zéro regret, zéro remords. Je pense que je peux partir la tête tranquille. J'ai eu la chance d'avoir une belle enfance avec de l'insouciance, à m'amuser, avoir plein de potes, vraiment profiter de la vie. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme jeune. On a eu des enfants jeunes et on est 6, donc on est déjà une tribu. On a beaucoup voyagé. Non, ce serait effectivement, ce serait les boules de partir parce qu'il reste encore des jolies choses à faire. sûr. Voilà, j'ai accompagné, je sais pas, à peu près 5000 personnes en méditation. Voilà, j'aimerais bien en accompagner encore 50 000 de plus, Fond. mais je pense que non, j'ai vraiment j'ai de la chance. Ah, Et c'est génial. ouais. Est-ce que tu as envie de me partager peut-être, je sais pas, une période de ta vie ou des choses que tu as traversées qui ont fait que tu as senti que la vie c'était pas un long fleuve tranquille, par exemple? Ah Je ouais. sais que récemment là tu as eu des turbulences. Ouais. Je sais pas, pour donner un petit peu, partager ton histoire peut-être, partager Ouais. ton vécu, enfin si tu en as envie. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, ouais, grosse turbulence, effectivement. C'est vrai en octobre 2020, donc il y a 3 ans, on découvre que ma femme a un double cancer du sein. Ça, c'est quelque chose qui est violent. Surtout qu'on l'a découvert à un stade très avancé, 3+, donc c'était, voilà, alors qu'elle faisait tous les contrôles. Et ça a été une vraie putain d'épreuve. Grosse, grosse, grosse turbulence, qui a changé pas mal de choses. Alors c'est vrai que j'ai plutôt pour habitude de toujours trouver le positif dans toutes les situations. Donc même dans cette situation de merde extrême, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à trouver. Et donc, il m'a fallu quelques minutes avant de trouver ça, alors que ma femme venait de m'annoncer qu'elle avait appris ça. Et en fait, je me suis dit que si jamais on lui envoyait cette épreuve-là, c'est que il fallait qu'elle prenne soin d'elle. Parce que son unique focus, c'était de prendre soin de nos 4 filles, de moi, et qu'elle, elle était en dernier plan. Et je lui ai même dit, elle me dit, attends, c'est quand même violent comme punition, je sais pas, ou comme message. J'ai dit, écoute, je peux pas te dire si c'est ça, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. Et je me souviens de cette phrase, donc ça faisait 1 heure qu'elle avait appris qu'elle avait un cancer, on était à la maison, il y avait mes beaux-parents, les enfants n'étaient pas encore rentrés de l'école. Et elle dit, mais comment tu vas faire pour t'en sortir avec les 4 filles si je m'en vais? Et là je lui ai dit, non mais attends, il y a un problème là. Tu viens d'apprendre que tu as un cancer, un truc bien poussé, et tu trouves quand même le moyen de dire comment toi tu vas réussir à t'en sortir seul avec les 4 filles. C'est pas elle qu'elle pensait en premier lieu, quoi. À sa propre santé, à sa propre survie. C'est ça, ce qui confirmait mon intuition que c'était un message qu'on lui envoyait pour lui dire prends soin de toi, meuf. Tu vois. Et donc voilà, donc là ça fait 3 ans de battle. Elle a eu une mastectomie, donc une ablation, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la reconstruction, des anticorps. Ensuite, elle était en rémission. Et puis septembre 2022, rebelote, le cancer est de retour, alors beaucoup plus petit. Il est quand même de retour, donc on opère très vite pour retirer les 8 mm à retirer. Elle repart sur 5 mois de chimio, donc le truc avec tous les effets secondaires comme on peut voir dans les films ou ailleurs, on perd vraiment tout. Et là, depuis 1 mois, elle est de nouveau, entre guillemets, tout est ok. Sauf que malheureusement, le cancer qu'elle a, ça s'appelle un cancer triple négatif. C'est un cancer qu'on ne sait pas guérir, on ne sait pas s'en débarrasser définitivement.
Et c'est un cancer qui peut revenir n'importe quand, n'importe où, dans les 5 années à venir. Voilà. Et donc il faut apprendre à vivre avec ça. Fort, hein, quand même. C'est un truc Fort qui... en émotion. Là, la première question qui me vient, c'est chargé un peu de ce que tu viens de dire là, que c'est comment ça a changé quoi dans votre quotidien, parce que dans son quotidien elle et dans ton quotidien à toi, d'avoir cette épée de Damoclès et de savoir, parce que la question que je t'ai posée avant, on peut se la poser, mais c'est une question qui peut être illusoire dans le sens où quand tu vas bien, quand tu es en bonne santé, quand tout va bien dans ta vie, tu penses pas à ces choses-là. Et quand tu as un problème de santé ou que tu as un problème plus sérieux, tu te dis, bah, effectivement, ça peut arriver. Est-ce que ça unlock quelque chose dans ta tête? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as commencé à vivre un peu différemment ou qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans ton quotidien? Alors, déjà, moi, ma première mission, c'était de sauver Candice. Bien sûr. Donc ça, c'était mission number one. Donc dès qu'il y avait un rendez-vous à l'hôpital, un examen, une prise de sang, une écho, IRM, peu importe, Évidemment. j'étais avec elle. Full soutien, full support. Voilà, donc ça, c'était vraiment la première mission. J'ai eu énormément de chance parce qu'au niveau de mon boulot salarié, on m'a totalement laissé tranquille. J'ai travaillé, j'ai pas demandé à être arrêté, tout ça, donc j'ai continué de bosser full time pour mon job et donc je suis vachement reconnaissant envers Weborama à ce niveau-là. Ensuite, ma deuxième mission, c'était aussi que ça pète pas tôt du côté de mes 4 filles. Donc ma grande avait 13 ans, les jumelles avaient 11 ans, la dernière avait 2 ans et demi. Donc il fallait aussi penser à elle. Et donc c'est moi qui les déposais à l'école parce que ma femme n'avait pas la force de le faire. Donc le matin, c'était tout un rituel qui était changé, adapté pour pouvoir déposer les 4. Et il fallait quand même que je m'assure qu'il n'y ait pas trop de séquelles pour les filles, qu'elles ne soient pas en souffrance de dingue. Alors bien entendu qu'elles étaient en souffrance. Hein. On a été très transparent avec les filles, on n'a pas été dans une logique de mentir sur le nom de la maladie ou autre. Mais voilà, elles étaient au courant, donc ça a été très difficile pour les filles. Donc moi le matin j'étais un peu un thermostat, quoi. J'étais là à dire ok, comment vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous êtes vénère, est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous avez... Voilà, donc c'était un petit moment de coaching, psychanalyse pour les filles, pour être certain de ne pas passer à côté de quelque chose. Et donc du coup ça amène au fait que moi je me suis totalement oublié, quoi, parce que ma femme s'est oubliée depuis très longtemps, comme tu as pu le voir. Là je me suis totalement oublié et donc j'ai ressenti le besoin de m'accorder plus de temps pour moi. Là il y a quelques mois j'ai senti que c'était vraiment ça a été 3 années denses. Donc j'ai eu la chance de me faire accompagner. Et donc il y a plein de choses que j'ai pu découvrir. J'ai fait notamment des soins shiatsu avec une amie qui s'appelle Jade, qui est juste incroyable. Et donc je me fais 2 soins shiatsu par mois. Donc le shiatsu c'est juste un massage, on reste habillé et juste avec des pressions, du palpage, ça permet de débloquer pas mal de choses. Méditation, j'ai augmenté mes sessions de méditation. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que ta pratique, du coup, ça t'a aidé à traverser cette épreuve? Alors, ça m'a aidé, mais je sentais que j'avais beaucoup plus de difficultés, parce que j'avais tellement de choses dans la tête que j'arrivais pas à être spectateur de tout ce brouhaha dans mon esprit, et j'étais acteur, et donc très vite j'étais rattrapé, mais c'est pas grave. Dès que je sentais que j'étais happé par des idées, je me reconcentrais sur ma respiration ou sur mes sensations corporelles, peu importe. Et j'ai également fait de l'hypnose, j'ai testé vraiment plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient top en complément de la méditation. Et là récemment, j'ai vraiment ressenti, je sais pas si c'est une espèce de décompression. Je me suis dit waouh, ah ouais, les 3 ans là, ça a été quand même chaotique. Et j'ai ressenti vraiment le besoin de faire un step back, de prendre vraiment du temps pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. En temps normal, je dors 4-5 heures par nuit. Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vraiment... voilà, j'ai de la chance de pas ressentir la fatigue. Je médite le matin au réveil. Donc, dès que je me réveille, je ouvre les yeux, je les referme. Je suis allongé dans mon lit ou je suis dans le canapé et je partais sur 5, 10, 15 minutes de méditation. Et j'ai ressenti le besoin de faire des choses plus longues et d'arrêter dès le matin de me mettre sur mon ordi, de commencer à écrire des choses autour de la méditation, des articles, des nouvelles techniques ou autres. Et pareil, le soir, j'ai ressenti le besoin d'arrêter parce que pendant plus de 2 ans, à 22h, tout le monde dormait.
Puis moi je me posais tranquillement de 10h à 2h du mat avec mon ordi et je réfléchissais à ce que je pouvais développer pour transmettre encore plus la méditation. C'était à la fois, je pense que c'était un bon moyen pour moi de pas trop cogiter et de pas trop être triste par ce qu'on était en train de traverser. Et puis du coup, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de développer plein de choses, mais ça a attaqué mon sommeil qui était déjà pas très long. Donc là, j'ai ressenti il y a quelques mois vraiment besoin de step back, prendre un peu de recul aussi avec les réseaux. T'es un peu plus en forme en ce moment là. Là, plus en forme. Pareil, perte de poids avec ma femme, elle a perdu 11 kilos parce qu'elle n'arrivait plus à s'alimenter. Moi, j'en ai pris 11. Voilà. Équilibre. Voilà, équilibre, balance. Et donc, il y a 3 mois, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse des choses. Donc, voilà, je suis content, j'ai perdu 7 kilos. Je marche tous les matins 20 minutes. Je fais du sport un jour sur 2. Je médite 3 fois par jour. Donc, t'as l'air fit. Voilà. Parce que t'as l'air fit, hein, parce que tu dégages, c'est des bonnes ondes. Il y a encore un peu de beurre de cacahuète et de pâte à tartiner là, mais on va la faire partir progressivement. Il y a le temps. Sur le coup, je m'en fais pas. On est presque là, on est début juillet, on est le 10 juillet, le jour où on tourne. Et t'as peut-être prévu des vacances sur un summer body, je sais pas. C'est ça, le 7 août, c'est la deadline. Ah, c'est top, super. Ah, mais c'est bien. Merci d'avoir partagé déjà ces turbulences de ta vie et les enseignements que t'en as eu, parce que c'est profond, hein. Mine de rien, là, tu me parles de quelque chose, d'un sujet qui est balèze. J'aimerais un peu remettre un peu plus de baume au cœur et de gratitude, parce que je sais que t'en parles souvent, plus de la gratitude. Ah oui. Et comme tu viens de le dire, d'être tourné vers le positif, parce que c'est vrai qu'on traverse tous des choses dans nos vies. Il faut garder en ligne de mire quand même que si tu restes tourné vers le positif, tu peux continuer à vivre, à profiter des petites choses de la vie et à avancer, quoi. Clairement. Parce que c'est ça qui compte. Ouais, clairement. Et c'est cool. Et j'ai envie de te poser une question plus ouverte sur des choses positives. Yes. C'est quoi qui t'excite en ce moment? C'est quoi tes rêves que tu as encore à l'échelle de ta vie, même de ton activité d'entrepreneur, de ta vie tout court en fait? Ouais, mais il y en a plusieurs. Donc je suis toujours dans cette volonté d'avoir encore plus d'impact et donc d'aider encore plus de personnes à découvrir les bienfaits de la méditation. Pardon. Et donc à ce niveau-là, j'ai plusieurs projets. Il y a un projet qui me tient à cœur et qui s'appelle Méditaverse. Donc Méditaverse, comme son nom l'indique, c'est de la méditation dans le métaverse. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé pour justement aider aux collaborateurs en entreprise à découvrir les bienfaits de la méditation au travers d'un environnement qui est mixte. Donc c'est effectivement un espace 3D où on va retrouver tout le contenu que je peux créer depuis des années, des formations en vidéo, des expériences en 3D immersives sans avoir besoin de casque de réalité virtuelle, pas besoin d'avoir le dernier iPhone ou d'avoir un ordinateur de gamer. Ça se fait vraiment de façon très simple. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai lancé ça, j'ai développé ça l'année dernière, justement, dans ces périodes de turbulence où j'étais toujours à la recherche de créer des nouvelles choses. Moi, depuis tout petit, je suis gamer, donc je jouais beaucoup aux consoles de jeux. Et donc, pour moi, c'était une évidence que d'aller dans cette direction-là. Et l'idée, c'est, comme toujours, c'est d'avoir un contenu, de pouvoir l'adapter et que les personnes puissent le consommer comme bon leur semble. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être préférer regarder un podcast, d'autres personnes vont préférer l'écouter. Alors lire un podcast, ça se fait pas trop, mais voilà, comme les livres, hein, tu peux l'avoir au format audio, le livre au format papier, voilà. Et donc je me suis dit que voilà, ça me permettrait de pouvoir avoir encore plus d'impact dans les entreprises, de potentiellement aussi attirer de nouvelles personnes, des personnes qui sont très gaming, très métaverse, potentiellement de pouvoir les toucher parce qu'elles seront peut-être pas forcément appétentes du fait de leur âge ou de leur activité avec la thématique méditation. Et il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est donc j'organise une retraite fin septembre, donc du 28 septembre au 1er octobre, qui s'appelle la Colo Peace and Fun, qu'on organise avec Marie-Laure. Et là, l'idée, c'est pendant 4 jours que des gens puissent venir se faire chouchouter entre lac et montagne en Suisse. On a réservé deux petits chalets et essayer de faire découvrir tout ce qu'on peut transmettre. Du yoga, de la méditation, manger en pleine conscience, il y a des randonnées, des cadres idylliques et vraiment, voilà, on se rend compte que de plus en plus les personnes
ont besoin de déconnecter, de recharger les batteries, de prendre du recul. On voit la chute de l'engagement des collaborateurs en entreprise, voilà, de retrouver du sens. Et ben, on s'est dit que c'était un bon moyen justement de faire goûter à tout ce qu'on utilise pour notre propre bien-être et tout ce qu'on transmet. Et dans la continuité de ça, on a décidé avec Marie-Laure de lancer un podcast. Donc, tous les deux. Tous les deux. Génial. Voilà. Félicitations. Voilà, merci. Qui s'appelle le podcast Peace and Fun. D'accord. Et donc là, on a déjà bien avancé sur la cover, sur les thématiques, sur les invités. Et on s'est dit que pour se professionnaliser, on voulait faire des enregistrements dans des studios. D'accord. Donc on a déjà trouvé un studio qui a été visité, Podspace. Ouais, voilà. Ok, je le connais bien. Donc voilà, et donc ce qu'on s'était dit, c'est que comme on veut faire les choses bien, on est en train de lancer la première saison qui va être entre 12 et 24 épisodes. On s'est dit que l'idée, c'est potentiellement d'aller chercher des sponsors, d'aller chercher des marques qui ont envie de s'associer à cette démarche pour pouvoir se professionnaliser et faire les choses au top. À fond, vous avez raison, c'est un super projet. Ouais. En plus, avec des belles valeurs en filigrane que vous exposez. C'est la première retraite que vous organisez ou tu en avais déjà fait? C'est la première qu'on organise ensemble. Moi, j'ai déjà assisté à une retraite en silence pendant 4 jours. Ok. Mais en fait, avec Marie-Laure, on a eu un crush, quoi. On s'est contacté sur LinkedIn, tu l'as rencontré toi aussi. Génial. Voilà, donc on s'est dit que ce serait trop cool d'organiser un truc ensemble. Donc en l'espace d'une semaine, on avait organisé ça. Et puis il y a quelques semaines, on faisait le point avec Marie-Laure et on faisait un petit peu le même constat. On disait waouh, les réseaux c'est super, mais quand même ça bouffe pas mal d'énergie. Ouais. Il faut être réactif, il faut créer du contenu, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on s'est tous les deux dit c'est cool, mais on a envie de prendre un peu de recul et de faire vraiment les choses qui nous font plaisir et pas de le faire en mode pilote automatique et de faire plaisir à l'algo, quoi. Ouais. Et donc on s'est dit, chacun dit qu'on avait envie de lancer un podcast, mais qu'on se voyait pas de le faire seul et qu'on se sentait seul dans nos activités, dans notre façon de transmettre au quotidien. En fait, on est très seul. Du coup, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble. C'est une super idée, il faut se regrouper. Je pense que quand tu ressens ce besoin, il faut tout de suite aller se regrouper et c'est cool. Complètement, et c'est vrai certains diront, mais attendez, vous êtes concurrents, Marie-Laure elle fait du yoga, de la méditation, toi tu fais ci. Ça me fait penser également à Sarah que tu connais. Bien sûr. Sarah Saïdi, on a fait un podcast ensemble, elle est juste incroyable avec ses méthodes de breathwork. Voilà. Et donc en fait, ça nous semblait une évidence que de le faire ensemble. On est hyper complémentaires, on a des vies très 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 différentes. Marie-Laure, elle est digital nomade, elle a vécu entre la Thaïlande, la Suisse et maintenant elle vit en France. Voilà, et puis moi je suis le mec qui habite depuis toujours en région parisienne, marié, 4 filles. Donc on se complète bien. Voilà. Ouais, vous avez des centres d'intérêt en commun et ça matche bien. Exactement, on est très très complémentaires et on voit les choses de la même façon et on est vraiment dans une logique en mode chill. On le fait avec le cœur, on le fait pas dans une logique business. Et la démarche, elle restera comme ça. On ne fait pas un podcast pour gagner de l'argent, on le fait pour transmettre, et c'est pour ça que ça nous semblait évident de pouvoir se faire aider. Parce que toi tu sais tout gérer toi-même, tu fais le montage, tu fais pas mal de choses. Moi j'ai un monteur. Hein. Ah, t'as un monteur, ok. D'ailleurs, dans le podcast, post LinkedIn que j'ai fait ce matin, j'ai remercié Marius. Ok, d'accord. Qui m'a aidé à monter tous les podcasts depuis quasiment le premier. Ok. C'était mon premier invité et après, c'est Hervé qui est devenu mon monteur. Ok, j'ai dit une connerie. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, je disais que ça prend du temps et de l'énergie. C'est ça. Et les gens se rendent peut-être pas compte de l'investissement que ça demande. Oui. Et du travail derrière. Ouais. Parce qu'il faut les tourner, il faut les préparer, les inviter. Après, il faut faire le marketing pour les sortir, les publier, en parler. Enfin, il y a tout un tas de choses autour d'un podcast. Il faut le faire vivre, quoi. Et puis en parallèle, il faut faire ce qu'on fait. C'est pas... C'est ça, quoi. C'est ça, exactement. Et donc du coup, on a très vite identifié ça avec Marie-Laure et on s'est dit que ça nous semblait plus pertinent de pouvoir se faire accompagner, et donc avec les enregistrements dans un studio où on te livre les éléments derrière, etc. Et donc voilà. Donc si jamais il y a des sponsors qui nous écoutent, écoute, c'était message. N'hésitez pas. Si vous voulez sponsoriser Francky et Marie-Laure, avec plaisir. Ils ont une super vibe et ils ont beaucoup de choses à apporter, je pense. Et pour mettre un petit commentaire sur ce que tu disais, je trouve que c'est hyper important. Pour moi, il n'y a pas de concurrence dans le domaine dans lequel on est, entre guillemets. Tu parlais de Sarah Saïdi, avec qui j'ai fait mon premier événement co-organisé. Elle était présente, je l'avais invitée, elle faisait pleinement partie de mon événement Time for Human. Yes. Elle a apporté quelque chose.
Pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est une personne qui fait du travail de respiration, on appelle ça du breathwork en anglais, et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et en plus, elle s'est reconvertie, ça fait seulement, je crois, 2 ans qu'elle est là-dedans. Ouais, c'est Donc ça. elle montre sa reconversion, elle en parle ouvertement, et c'est bien. Donc il n'y a pas de concurrence, pour moi, on est tous au même niveau, et au contraire, ça apporte de la force, ça apporte des synergies, de se coller ensemble, de faire des feats dans les podcasts, de se voir aux événements, de se donner la parole, et c'est cool. Complètement. Quand il y a plus de visibilité pour l'un, il y a plus de visibilité pour l'autre, et tant mieux en fait. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je le vois, Ouais, et je pense ouais, que tu le vois aussi complètement de cette complètement manière. aligné, ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de notion de concurrence, c'est-à-dire chacun fait sa vie, et je pense que de toute façon, il n'y a rien à gagner ou à perdre. Moi, je suis pas dans une dynamique où je me dis, en tant qu'entrepreneur, je vais essayer de battre celui-ci ou de battre celui-là ou machin. Je fais ma trace, je fais mon truc, moi j'ai mon projet Time for Human, et puis voilà, les gens que je croise, ça se passe bien. Ouais. Et puis c'est cool, quoi. Ouais, sans forcément être un peace and love sur tout, ou Ouais, pas bien du sûr. tout, tu vois. Moi j'ai des côtés un peu moins sympas aussi, mais pour moi c'est important, je trouve. Ouais. Puis en plus, c'est quand même des safe places là où on est, où on Oui. partage, on est créateur de contenu, moi depuis assez peu de temps, au final, depuis à peine 1 an. Ouais. Toi depuis de nombreuses années, mais Ouais. tu vois, tu croises des gens, tu vois bien comment ça se passe, les énergies, on n'est pas tous dans le même mood. Clairement. Quand tu trouves des gens qui sont à ta fréquence et que le feeling passe bien, bah, tant mieux de construire avec eux et C'est partager, exactement profiter. ça. Ouais. Toi, tout le petit groupe là, que je vous ai rencontré, Caroline Mignot, Ouais. Fabien et Thomas tout et le autres. groupe, tous les autres, Ouais. je les cite pas forcément, mais il y en a une petite dizaine. Ouais. C'est super sympa. Ah bah c'est génial. Et ça, moi ce que je trouve génial, c'est vrai qu'on entend beaucoup de les réseaux, trucs, t'es pas dans la vraie vie. Et en tout cas nous, ce qu'on en ressort, c'est que on arrive à se rencontrer dans la vraie vie, on arrive à faire des events ensemble, Bien sûr. assister à des events, on arrive, ce podcast il est rendu possible parce que Bien sûr. on s'est rencontrés Ouais. dans le cadre de ce groupe-là, et justement, je trouve que c'est génial de pouvoir passer du online à in real life, Ah bah, à et fond. c'est trop cool, quoi. Moi, c'est ce que je répète. T'étais là à Speaking l'autre jour, l'événement de Inès, je sais plus. Non. Une semaine. C'était un gros événement, elle avait rassemblé 50 créateurs LinkedIn. Et c'est ce qu'elle disait, c'est qu'il y a un continuum entre. Nous, on est beaucoup sur la plateforme LinkedIn en l'occurrence, mais il y a un continuum entre les réseaux sociaux, les événements qu'on peut faire en réel et Oui. les gens qui y sont. Parce que les gens qui sont derrière les écrans à poster quotidiennement, ou moins quotidiennement, c'est des humains, et en fait, tu peux les rencontrer, tu peux échanger, c'est tout pareil, quoi. Tout à Pour fait. moi, il n'y a pas de deux mondes, c'est le même monde et il est miscible complètement, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ce Tu parles que- de Manon sur l'UGC, hein, c'est ça? Non, t'as pas dit Manon de Speaking? C'était Inès. Ah, Inès, voilà. Inès Mtia. Ok, Inès, d'accord. Tu vois qui c'est? Non. Bref, et ça fait partie des gens, tu vois, qui créent des événements ou qui Ok. veulent créer un peu du commun Du lien. et juste du lien en fait Ouais. entre les gens qui se rencontrent, qui se permettent d'avoir du temps de parole aussi, parce qu'il y avait beaucoup de tables rondes. Ouais. Moi, j'avais participé à une table ronde où on parlait de l'humain et tout un tas de sujets qui étaient évoqués sur les sujets des réseaux sociaux, l'affirmation de soi, le jugement, etc. C'était super intéressant avec des personnalités tout à fait différentes, hein. Tu vois, il y a une personne qui s'appelle Christelle qui est un peu une dinosaure sur LinkedIn, qui a 300 000 abonnés, qui est là depuis 10 ans, et puis il y avait des gens Christelle de beaucoup Foucault, je plus crois, jeunes. Ouais. C'était super intéressant parce que c'était très varié, et je pense que il y a ce côté continuum entre les deux qui fait que pour moi c'est juste une extension des réseaux sociaux de la vraie vie qui permet d'accélérer, d'amplifier les liens entre les gens, et puis juste d'agrandir son réseau. Clairement. Et j'ai l'impression que quand même ça s'est renforcé à la sortie du Covid. Parce qu'avec le Covid, on était full online, et donc il n'y avait plus de connexion dans la vraie vie. Ouais. Et moi, j'ai souvenir d'events qu'on a pu organiser avec Caro, Fabien, Nina et autres. Des périodes où il y avait des autorisations de sortie, et c'était juste incroyable de juste pouvoir se voir. Alors que ça nous semble totalement banal de se voir. Quand t'as la liberté, ouais. Et c'était juste incroyable, quoi. Et donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été amplifiées du fait de ces 1 an et demi, 2 ans de Covid, avec pas mal de restrictions. Ouais, je pense aussi. Puis toi, t'as fait partie de la vague Clubhouse, etc. Ah bah complètement, moi c'est comme ça que je suis rentré, hein. C'est mars 2020, la vague Clubhouse, où j'écoutais tous les jours Caro, Fabien sur Clubhouse, et c'est comme ça que justement j'ai rencontré tout ce groupe-là. Ah, c'est marrant. On parle beaucoup du nouveau réseau social, la Thread, qui vient de sortir. Moi, je me suis pas inscrit dessus, mais j'ai vu que Fabien avait fait un post. Non, mais c'est intéressant de voir un peu comment...
tout ce monde-là se déplace C'est ça, ouais. et ça se suit en fait au final. Mais derrière, ça Exactement. reste les mêmes personnes, Tout avec à fait. les mêmes personnalités, les mêmes valeurs, on évolue tous. Mais je pense que ce qu'on dégage, c'est toujours c'est toujours la même chose. Les mêmes d'une certaine énergies, manière. les mêmes envies, c'est juste que c'est différent, quoi. Ouais. Mm. Ah, je pense qu'on va suivre dans cette logique-là. Et je serais pas étonné que dans un certain nombre de temps, il y ait encore d'autres applications et qu'on switch. Ah oui, certainement. Ah oui, je pense que de toute façon, des nouvelles apps, Ça va. coulera de manière naturelle. Ouais. Bon, assez parlé des réseaux sociaux, j'ai envie de parler d'autre chose là. Allez, Je pense vas-y. que je veux pas embêter l'audience avec ça. On a 45 minutes, je pense. J'ai envie de te poser d'autres questions profondes. Yes. Pour revenir un peu plus sur la méditation, tout ça. C'est quoi juste ta vision du temps? Et toi, comment tu habites ce temps que tu as disponible et comment tu le consommes pour faire en sorte que tu profites de ta vie et de tes moments? Donc là, c'est pas que méditation. Non, c'est plus ouvert surtout dans ta vie. Ok. C'est quoi ta philosophie, toi? Ouais. Alors, ma philosophie, ça c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de réussir déjà à trouver du temps pour moi, à me dégager du temps pour moi. Et ça, pour moi, pour réussir à le faire, il faut soit se bloquer des créneaux dans son agenda, soit être suffisamment rigoureux pour se dire ok, tous les jours à telle heure je fais ci, je fais ça, parce que sinon on passe à côté et c'est la fin de la journée, on se dit eh merde, j'ai pas médité, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, alors que voilà. Donc moi je suis très note, j'utilise Evernote, donc j'ai notamment une note qui s'appelle nouvelle routine, et j'ai 6 ou 7 routines que je dois faire tous les jours quoi qu'il arrive. C'est quelque chose que je me suis imposé, mais c'est pour mon propre bien-être, parce que dans ces routines-là, tu as effectivement la méditation, faire de l'activité physique ou aller marcher, lire, apprendre de nouvelles choses. On avait une petite interruption. Yes. Maintenant, on arrive quasiment à la fin du podcast. Yes. Et on a évoqué pas mal de choses. On a évoqué la méditation au début, ta pratique, comment tu en arrives à faire ça, comment tu transmets, la pédagogie, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Ouais. Après, tu m'as parlé de tes aléas dans ta vie qui ont fait que ça t'a fait passer encore à un autre cap et à d'autres considérations et d'autres choses. Après, j'avais réouvert. Tu m'avais parlé un peu plus des choses positives, des rêves, des continuations de tes projets, business, etc. Ce que tu continues à faire. Et je t'avais posé quelques questions profondes entre deux, quand même, parce que c'est ça moi qui m'anime sur Time for Human, et j'aime bien aller chercher un petit peu en profondeur. Et je pense que je t'ai assez titillé là-dessus. Donc, si tu veux lancer une bouteille à la mer, je sais pas, je te donne carte blanche sur un sujet. Ça peut être la méditation, ça peut être autre chose. Tu sais, quand tu as une antenne comme ça, pour parler de quelque chose qui t'anime, je te donne un peu de temps. Si t'as un message à faire passer ou pas d'ailleurs, des conseils, tu vois, je sais que tu donnes beaucoup de conseils là-dedans. C'est le moment. Ouais, je donnerais bien des conseils pour toutes les personnes qui sont convaincus que la méditation n'est pas faite pour eux, ou qui ont envie d'y aller mais qui savent pas forcément comment commencer, ou qui ont déjà médité mais qui ont arrêté parce qu'elles considèrent que ça n'a pas fonctionné comme elles le souhaitaient. Je pense qu'il faut déjà être, même si ça peut paraître bullshit, être bienveillant, être cool avec soi-même. Comme on le disait un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est prouvé scientifiquement que la méditation est bénéfique. Donc l'idée c'est de se dire ok, essayez de vous donner une chance de découvrir la méditation, peu importe comment. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est aller identifier sur internet ou ailleurs des choses qui vous parlent en faisant des recherches. Donc ça peut être en allant sur un moteur de recherche et en tapant apprendre méditation, que ce soit sur des réseaux sociaux pour aller voir du contenu qui vous parle, ou d'aller voir une personne qui parle de cette thématique-là et qui vous inspire, où vous sentez que ça résonne, que les mots qui sont employés, l'énergie qui est dégagée, c'est quelque chose d'authentique, et que ça vous donne envie de tester. Je pense que c'est le premier conseil que je donnerais. Et puis après, l'idée c'est de se dire, en fait dans une journée il y a quand même 24 heures. J'ai plus ou moins le temps de faire des choses pour moi, et je vais essayer de m'accorder 2 minutes ou 3 minutes. Pas forcément tous les jours, mais je vais déjà essayer d'identifier le ou les moments où je sens que le fait de méditer
ça pourrait me faire du bien. Ouais. Ça, c'est un conseil que j'ai donné il y a 2 semaines à un DG d'une grosse boîte, où il me disait, mais comment je fais pour commencer? Je fais, alors déjà, tu vas pas commencer par méditer tous les jours, ça c'est pas ce que je te On fait recommande. une montagne en fait, alors quoi, pas du tout. C'est ça. C'est ça, et d'ailleurs, une expression que j'ai entendue récemment, que je trouve géniale, c'est manger un éléphant. En fait, quand tu veux manger un éléphant, alors déjà, alors excusez-moi pour les véganes ou les gens, Costaud, hein. mais manger un éléphant, c'est quand même énorme. Donc si vous avez un projet, un objectif qui est juste énorme, en fait, on va pas manger l'éléphant dans un seul repas, quoi. On le découpe. Et donc, je pense que il faut voir la même chose avec la méditation ou avec, si vous vous voulez faire le marathon de Paris et que vous voulez lancer un podcast ou je ne sais quoi. C'est de se dire, ok, voilà le projet, mais je vais le découper en petits morceaux. Et donc, l'un des conseils que je lui ai donné, c'est de se dire, ok, parce qu'il m'a dit, ok, donc je dois méditer tous les jours, 5-10 minutes, c'est ça? Je dis, non, surtout pas. Essaye déjà de commencer à identifier dans tes journées le ou les moments où tu sens que ce serait le plus simple et le plus bénéfique pour toi de méditer. On est toutes et tous différents. Moi, le matin au réveil, c'est un no-brainer parce que je sais que c'est un moment qui est juste incroyable. Mais il y a d'autres personnes qui sont hyper speed, qui appuient constamment sur le réveil pour reculer au maximum et pour partir vraiment quand il n'y a plus le choix. Il y a des personnes qui doivent dépoter des enfants, d'autres qui ont 1 heure, 2 heures de transport. Donc, je vais pas recommander de méditer le matin au réveil, même si de façon académique, si on pose la question à 100 experts ou 1000 experts en méditation, on va te dire que c'est le meilleur moment pour méditer. Je pars du principe qu'il faut vraiment que ce soit adapté à toi. Donc si toi, c'est, je sais pas, le soir, quand tu pars de ton bureau et que tu as 10 minutes de marche pour rentrer chez toi, profite de ces 10 minutes, ça va être ton petit sas de décompression, où tu vas te focuser, tu vas pas être sur ton téléphone ou sur les réseaux ou autre, tu te focuses sur ta marche, tu regardes autour de toi. C'est d'essayer déjà d'identifier le ou les moments où on sent que ce serait le plus bénéfique. Et une fois qu'on a identifié ce ou ces moments, c'est essayer de mettre en application pendant ce ou ces moments et de se dire, ok, là, j'ai 10 minutes de marche, je pars de mon bureau, je vais chez moi, et c'est 10 minutes, j'en prends 5, et sur ces 5 minutes, je suis pleinement dans le moment présent. Je prends conscience de mes pas qui s'enchaînent automatiquement, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour marcher. On prend conscience de chaque pas en contact avec le sol, on prend conscience de la température autour de nous. En ce moment, il fait très chaud en région parisienne, donc on sent que l'air il est chaud, le temps c'est lourd. On prend conscience de ça. Si on est en vélo, on prend conscience de l'air sur notre corps, sur notre visage. On est les yeux ouverts pour éviter de se prendre un bus, un métro ou autre. On écoute les sons, on fait travailler ses sens en fait. Et c'est ça, c'est là-dessus que j'aimerais terminer, c'est de se dire, ok, c'est accessible à toutes et à tous, pas besoin d'avoir de super pouvoirs, c'est quelque chose qui fait du bien, donc essayez, si vous en avez envie, d'identifier déjà des moments qui vous semblent opportuns, et une fois que vous avez identifié ces moments, c'est d'essayer de pratiquer, soit en mettant une petite musique de fond, en étant allongé dans votre lit, soit en activité, comme je viens de le décrire, mais essayez quelque chose. C'est beau, franchement, t'as bien décrit la chose. Merci. Parce que c'est exactement ce que je ressentis, c'est juste profiter des petites choses et être présent, être là. C'est ça. Le temps passe en fait. S'accorder du temps pour soi, c'est juste avoir le temps et prendre ce temps-là parce qu'il est là, il passe dans tous les cas, donc autant en profiter. Exactement, c'est ça. Écoute, Francky, j'ai envie de te dire, on peut clôturer parce que c'était un plaisir de t'écouter, de te poser des questions, d'échanger avec toi. J'espère que ça aura été un plaisir aussi pour les auditeurs de nous avoir écoutés pendant un peu moins de cette heure d'échange. Yes, gros kiff également, merci encore, full gratitude pour ton invitation. Merci, pas de soucis. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, pour ceux qui te découvrent ou qui ne te connaîtraient pas encore? On peut me retrouver partout. Je pense que là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn, donc c'est Francky Sfez. Après, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Insta et autres, mais je pense que c'est sur LinkedIn que je suis le plus présent, où je donne le plus de conseils. Super. Voilà. Écoute, c'était un plaisir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, envoyer de la force au podcast si vous aimez. Yes. Notez-le, vraiment c'est important. J'ai pas beaucoup de notes et les gens souvent ils écoutent et ils me font un retour ou pas, mais ils oublient, ils zappent. Donc notez-le, vraiment c'est cool. Parce que le podcast, plus il prend de l'ampleur et plus je veux toucher un maximum de personnes et qu'il y ait d'autres gens qui découvrent. Donc n'hésitez pas. C'est clair. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine. Bye, Merci beaucoup Cyril. Ciao. Ciao. Salut.